Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Kamel sans filtre. Notre invité du jour, c'est David Gavrois, l'entrepreneur parti de presque rien pour bâtir un groupe incontournable de la communication et du marketing au Luxembourg. CEO de DG Group, il est derrière la création de Noosphère et a réalisé selon moi un grand coup de maître il y a quelques années en rachetant Yellow.lu. Visionnaire et franc-parler, il assume, il bouscule les codes et il a été cap de nous rejoindre sur ce podcast. On va parler parcours, risques, vision du business, mais aussi de sa façon de voir le management d'équipe et le télétravail. Sans langue de bois, sans détour et sans filtre. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout de vous abonner. Bonjour David. Bonjour Kamel. Comment ça va? Impeccable, je suis super heureux d'être là. Ravi de t'accueillir dans ce podcast Kamel sans filtre. Est-ce que tu connais la règle? Il y a une histoire de joker, c'est ça? C'est ça. Ouais. T'as une carte joker. Ok. Je vais te poser toute une série de questions et tu pourras l'utiliser une seule fois pendant ce podcast. Ok. Tu prêt? Tu seras vraiment sans filtre? Écoute, on verra bien. Ça sera à toi de me le dire. Tiens. Merci. C'est parti, on attaque. Est-ce que tu peux m'expliquer qui est David Gavrois? C'est difficile de parler de soi-même comme ça. Qui je suis? C'est une question philosophique et existentielle. Donc, D'abord de manière professionnelle. d'accord. Qu'est-ce que tu fais? Je suis multi-entrepreneur. Donc, je dirige un écosystème de 5 entreprises avec une maison mère qui détient les 5 entreprises qui vont du domaine à la base. Mon métier, c'est le marketing, la communication, le design graphique. Donc, j'ai une agence marketing, Noosphère. J'ai un atelier publicitaire qui propose des solutions publicitaires et Lodeco. J'ai racheté en 2021 Yellow.lu, qui était à la base un annuaire en ligne. Pour gérer tout ça, il fallait un bureau comptable. On a décidé de monter le nôtre en interne, donc Z6 Consulting, bureau comptable et payroll. Et rachat en 2022 de Komodo, société de construction. On va revenir après à toutes ces choses-là et quel est le lien entre tout ça. Moi, je veux le lien entre quelques-unes, mais pas avec le reste. Okay. Pour revenir un peu à ça, donc ça, c'est ce que tu fais de manière professionnelle et de manière personnelle. Tu es belge, tu viens d'où? D'origine belge, Ouais. Je suis originaire du sud de la province de Luxembourg, très frontalier parce que luxembourgeois, français, Belgique, c'est à 2 km, donc j'ai vécu vraiment avec les 3 cultures. Je suis père de 2 filles et beau-père d'une fille aussi. Elles ont 16, 18 et 19. Ah ouais, ok. Ah ouais. Et voilà. Et Déjà, ça veut dire que t'es vieux en fait. bah ouais, je m'en suis pas rendu compte, mais ouais, 48 ans bientôt. Ok. Ouais, donc ça t'as commencé assez jeune. 29 ans, j'étais papa à 29 ans. Ok. Voilà. Donc toi, t'étais papa à 29 ans, tes filles 16, 17, 19, c'est ça? Mes filles 16 et 19 et Ok. ma belle-fille 18. Ouais. Et donc, pour revenir justement à cet âge-là, quel était ton premier job? À moi, j'ai travaillé dans une boîte de construction. C'est marrant, il y a un lien. Boîte de construction à 14 ans, dans le maçon du village. J'ai bossé avec lui. En job d'été? Ou c'était En job d'été pour commencer, ouais. Et j'ai travaillé avec un vieux monsieur qui faisait de la pierre de taille. Il taillait les pierres. Et moi, je les portais, je les emmenais là où il fallait. Donc, c'était assez physique. C'était main d'œuvre en fait. C'était Main juste ce que tu d'œuvre, faisais. voilà. Et puis, il m'a appris aussi à poser un peu les pierres. Et tu posais des pierres de taille ou tu faisais la maçonnerie Alors, il m'a appris les deux. Donc, j'avais les bases. à 14 ans? Ouais. Jusqu'à quel âge? Ouais, j'ai fait ça 2 ans. Et Ok. puis après, j'ai bossé comme étudiant dans un supermarché où j'ai appris le retail, Ok. dans les fruits et légumes. Voilà. Donc, Vendeur à l'étalage? ouais, non, pas ça, mais je me levais à 4h du matin Ok. et j'allais mettre en place les fruits et légumes. Et l'après-midi, je travaillais dans un café dans le même centre commercial. Ok. Donc, j'étais serveur dans le café l'après-midi. Et tous les week-ends, et voilà, il fallait que je finance mes études. Donc, Tu je bossais bossais. déjà comme un malade. Ouais, j'ai toujours travaillé beaucoup. Et tu te souviens de ton premier salaire? Alors ouais, il y a une grosse frustration par rapport à mon premier salaire parce que j'ai vraiment été sous-payé, beaucoup. J'ai vraiment pas reçu beaucoup et je crois que même encore aujourd'hui, j'en suis frustré de ça. Et c'était combien? C'était 250 € pour 3 semaines de travail. C'était... Ouais. C'était 8 heures par jour. voire plus. C'était avec le tailleur de C'était- pierre. Enfin, Ouais, avec ouais, le... ouais. Bon, j'ai appris beaucoup de choses, donc Ouais. on va dire que c'est une formation payée, mais c'était compliqué. Mais bon, voilà, c'était... Tu lui as dit, j'étais pas assez payé? Ouais, je lui ai dit, mais des années plus tard, Ah, et il t'a dit quoi? qui se rappelait plus. C'est souvent comme ça. Ouais, c'est ça. Et t'as fait quoi de ce premier salaire? Alors, je rêvais d'acheter, ça n'existe plus aujourd'hui, mais une chaîne IFI, Pioneer.
Et j'avais mis beaucoup d'argent de côté et je me suis offert ma première chaîne IFI. J'adorais la musique, donc... C'était pas CD, chaîne IFI CD ou Ouais, avec il y avait même encore un double deck cassette, je sais pas. Ah ouais, de C'est pour cassette. te dire, pour les jeunes qui écoutent, je suis un dinosaure, quoi. Ouais, maintenant, après, il y a eu le MP3, tout ça, Ouais, tu sais. ouais, Tu l'as encore cette chaîne IFI ou pas? ouais. Ah, ok, donc Ouais. tu la En gardes. fait, elle est toujours chez ma mère. Ouais. Ok. Alors, pour revenir à ton enfance, donc, travailler comme un malade, Ouais. ça vient d'où? Est-ce que tu... D'où te venait cette motivation? Une enfance pas alors heureuse, mais voilà, je mettais les vêtements de mes voisins. J'avais des voisins qui étaient plus âgés que moi et leur mère donnait les vêtements à ma mère. Donc c'est ça, c'est l'envie d'avoir une autonomie financière, l'envie de sortir de cette vie-là, l'envie d'être libre, l'envie de s'acheter des choses et voilà. T'as pas hérité, quoi. Pas du tout. Ton empire aujourd'hui, Non. t'es pas le fils Ah non, ça d'un riche belge de la province de Sud. Non, malheureusement pas. Mais par contre, mon copain d'enfance avait des parents hyper aisés. Donc lui, il avait tout. Il avait les Jordan quand ça sortait. Il avait absolument tout ce qu'il fallait à l'époque. Et je crois que ça m'a aidé à vouloir aussi avoir ce genre de choses. Mais il fallait que je bosse pour les avoir, quoi. Et tu ressentais comment t'étais... Quand tu voyais, t'étais un peu envieux ou pas du tout? C'était juste, ou c'était cette envie de te battre pour essayer d'avoir la même chose? Jamais été envieux de personne. Jamais. La jalousie, c'est un sentiment que je connais pas, ou être envieux ou quoi. Non, c'est plutôt les gens m'inspirent. Oui. Donc ceux qui réussissent mieux ou qui ont plus de choses que je voudrais, ils m'inspirent. Et donc du coup, je me dis, tiens, s'ils arrivent à faire ça, il y a une technique, je dois trouver comment. Parfait. Là, on te connaît un peu plus maintenant de cette manière-là. Mais par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce qui te passionne le plus dans ton travail? Il y a... déjà, il n'y a pas un matin où je me lève où j'ai pas envie de me lever. Tu vois, je remercie le ciel. Tous les jours, je me lève de bonne humeur. Il n'y a pas un jour où je suis de mauvaise humeur. C'est le quotidien qui fait que tu as des problèmes ou d'autres. Mais je me lève toujours de bonne humeur. Donc ça, déjà, c'est la première chose. Et je crois que c'est indirectement lié avec mon projet d'entrepreneuriat. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu les pieds de plomb. J'ai toujours envie de me lever pour aller faire ce que je vais faire. Et ça, je sais qu'il y a des jours que c'est moins facile que d'autres, mais la plupart du temps, je me lève et je sais que ça va être une journée chouette, quoi. Il y a des choses à faire. Tu bosses combien d'heures par jour? Tu sais à peu près où? C'est variable. Alors, je suis séparé de la mère de mes filles, et à l'époque, j'ai dû, une semaine sur deux, aller les amener à l'école et aller les rechercher. Et donc, cette semaine-là, j'ai décidé que j'allais travailler moins. Et après, la semaine d'après, je travaillais énormément. Et donc, le fait de travailler énormément une semaine et de travailler beaucoup moins, j'ai commencé à me rendre compte que peut-être la semaine où je travaillais beaucoup, j'étais pas forcément occupé aux bonnes choses. Et donc, du coup, j'ai eu une formation, un coaching. On a travaillé sur la valeur des tâches. Les tâches à 10 euros de l'heure, à 100 euros de l'heure, à 1000 euros de l'heure, à 10 000 euros de l'heure. Et donc, aujourd'hui, combien de temps je travaille? Il y a des jours où je fais 16 heures et il y a des jours où je fais rien. En fait, l'important, c'est est-ce que ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est la meilleure chose à faire? Et est-ce que c'est une tâche à 10 000? Oui. Tu vois, si je fais 16 heures à des tâches à 10, c'est pas important. Donc, il faut que je reste focus sur des tâches à 10 000. Et donc, du coup, ce qui est important, c'est la valeur des tâches sur lesquelles je suis occupé. Est-ce que tu as eu des échecs professionnels? Ouais. Alors, j'ai la chance, je croise les doigts, pas de faillite, mais frôler la faillite. Ça, c'est arrivé encore dans les années qu'on a vécues maintenant, c'est compliqué. Tu vois, c'est toujours un équilibre fragile, donc c'est difficile. Mais les plus gros échecs, c'est avoir perdu des projets qu'on aurait pu gagner. Par exemple je me rappelle, un projet qu'on a gagné, on a gagné Monsieur Bricolage Belgique, okay. Gros budget, 10 agences en compétition, donc 3 mastodontes belges. Contre Noosphère. Avec Noosphère, okay, ouais. Avec Noosphère. Ouais. Et un gros budget, donc pas confidentialité, je dois taire le budget, mais un gros budget. Et j'ai pas la présence d'esprit de faire signer les contrats tout de suite. Et il y a un nouveau responsable marketing qui arrive quand on a été sélectionné, parce qu'on a gagné à l'unanimité. Et l'année d'après, ils ont switché l'agence, ils ont choisi quelqu'un d'autre. On n'était pas lié avec un contrat, rien du tout. On n'a même pas eu le temps de faire nos preuves ou de voir les choses. Et ça, c'était un échec cuisant. Je n'étais pas un homme d'affaires. Donc là, j'ai dû apprendre à devenir un homme d'affaires, à valider des contrats, me rendre compte qu'un contrat, c'est pas d'une personne à une autre, mais c'est d'une société à une autre. Donc c'est toutes des choses j'ai appris dans le dur. Voilà. Donc toi, tu penses qu'un contrat, c'est plutôt
société à société, c'est pas forcément personne. Ouais, ouais. Alors, il y a un contrat moral, mais imaginons, on passe un contrat tous les deux et je me tue. Ah oui, ouais. Le contrat, il n'est pas valable. Donc, c'est entre les Malgré sociétés. le fait que j'ai entièrement confiance en toi et que je sais que tu vas honorer ta parole. Ça n'a rien à voir. Moi, je fonctionne comme ça. Moi, je regarde les gens droit dans les yeux, je te serre la main et le contrat est fait. Mais légalement, c'est entre sociétés que ça se passe. Donc, j'ai appris à le faire, quoi. D'autres échecs, c'est avec des collaborateurs. J'ai appris le management. J'ai démarré en 2008. J'avais des copains, j'avais pas des employés. Et mes copains, on faisait les mêmes choses, sauf qu'on n'avait pas les mêmes problématiques. Donc, j'ai pas compris ça. Donc, le management, je l'ai appris à la dure, à force d'échecs. Soit des déceptions, soit des choses que j'ai mal gérées moi, des exemples comme ça, il y en a des centaines. Et après, c'est compliqué de se séparer de quelqu'un qui a un copain et qui en même temps va bosser pour toi, quoi. C'est très très dur. Ouais, c'est très dur. Donc, il faut être très factuel, revenir voilà, tu reprends le contrat de travail de base et tu dis voilà, tu es engagé pour ça. Et voilà, même si on est des amis dans la vie. Et voilà. Et ils le prennent mal ? Ça capote. Ouais, tout le temps. En fait, plus aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je suis plus du tout je suis un vrai patron aujourd'hui, mais à l'époque, c'était toujours moi le méchant. Ouais. C'était compliqué. Donc les échecs, c'est aussi dans ma façon de gérer les choses. J'aimerais bien des fois aller parler au David de 2008 et lui dire non, c'est pas comme ça qu'on gère les choses. Il faut être beaucoup plus professionnel. Justement, là c'est le David de 2008, mais si je parlais au David qui était qui avait son job d'été avec le maçon, tu lui dirais quoi comme conseil ? Je changerais rien. Je changerais rien parce que j'étais un jeune gars courageux qui croyait en quelque chose. Le seul truc que je lui dirais peut-être, aie moins peur. Tu as des capacités, aie moins peur, aie confiance en toi. Et c'est toute ma vie en fait. Chaque fois que j'ai des doutes, les gens ne comprennent pas que j'ai des doutes. Parce que naturellement, apparemment, j'ai une certaine aisance. Mais je suis plein de doutes. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, je ne sais pas comment ça va se passer. Tu vois. Et donc, quand tu es gamin et que tu viens d'un milieu relativement pauvre, où tu n'as pas d'entrepreneur autour de toi, tu n'as personne qui t'encourage. Je suis parti faire des études, j'avais pas d'encouragement quand j'ai fait mes études, donc c'était très compliqué. Je suis le premier de la famille à avoir fait des études, et encore, c'est pas des études universitaires, j'étais faire du graphic design et du marketing, donc ça reste encore très modeste. Tu t'es arrêté à quoi les études ? T'as fait quoi ? Du graphic design, publicité, donc okay. Puis alors j'ai découvert le marketing dans mes études supérieures, je suis tombé amoureux du marketing, là j'ai fait une formation au cours du soir, et le marketing m'a plus jamais quitté. C'était vraiment quelque chose qui était en moi naturellement, tu vois. C'était voilà. Mais là, on va de manière chronologique. Et ensuite, il y a eu une Noosphère, c'est à quel moment ? Donc, quand tu as quitté tes études, tu étais graphic designer, marketing. Qu'est-ce qui s'est passé après comme tous bons élèves, j'ai réussi et puis j'ai cherché un job. J'ai trouvé un job de graphiste dans un petit studio. Qui s'appelait comment ? Ça s'appelait Everest. Ça n'existe plus aujourd'hui, mais c'était un petit studio. Il y avait deux fondateurs et moi là. Et je me suis un peu enterré, là, j'ai perdu un peu du temps. Moi, j'ai acheté ma première maison, je travaillais dans ma maison. Tu sais, j'avais un bon salaire, pas un bon salaire, un bon travail, de la sécurité, ma maison. Je suis arrivé un peu dans le... Tu étais déjà content de ce que tu avais ? Ouais, mais enfin... Moi, j'ai jamais été satisfait de ce que j'avais. J'ai toujours été en conquête. Mais il s'est passé quelque chose, c'est qu'un des deux associés a fait un burn-out et je me suis retrouvé du jour au lendemain à tout gérer. Enfin, gérer niveau graphique, niveau gestion client, etc. Hein, pas toute la boîte et tout. J'ai appris énormément le commercial, j'ai appris beaucoup de choses. J'avais cette formation en marketing, donc j'ai pu jouer quelque part et apprendre beaucoup. Et puis après, je suis parti dans une agence où j'étais account manager la première année. Je suis parti après 5 ans, je crois. Je suis resté 3 ans et demi, 4 ans dans une autre entreprise et comme account manager, et après 1 an j'étais directeur commercial. Voilà, c'était quoi le nom le nom de la boîte? Comed. Ah, Comed, oui. Elle existe encore, mais enfin, je sais pas si elle existe encore, mais elle a fusionné là. Ça existe encore, hein, ça appartient au groupe Edit Press, mais je suis pas trop, donc tu as quitté Crénosphère, from scratch. Tout seul? From scratch, ouais. 0 client. Non, j'ai eu quelqu'un qui m'a aidé. D'ailleurs, le gars à qui j'ai racheté la boîte de construction à l'époque m'a aidé à financer parce que j'avais pas beaucoup de moyens. J'ai vendu ma moto pour créer ma première boîte. Donc, et il me manquait un peu d'argent, donc il m'a aidé. Et j'ai démarré seul, sans client. J'avais une super relation avec le directeur de Deleuze et l'équipe de Deleuze Marketing Belgique. Ils m'ont dit on va te suivre.
Puis au dernier moment, ils se sont dit, bah non, on va pas te suivre, on va... Voilà. Mais j'ai pas créé la société parce qu'ils allaient me suivre. Oui. C'est quand j'ai créé la société qu'ils m'ont proposé de me suivre. Et finalement, je préfère comme ça parce que comme ça, il y a eu un vrai pitch, il y a eu un vrai concours et j'ai gagné le concours 3 ans plus tard. Chez Deleuze. Ouais. Et ton premier client, c'était qui? Tu te souviens ou pas? André Kaiser, je le salue et je le remercie. Il avait un AD Deleuze à Youngminster et un petit restaurant Cielo, ça s'appelait, pas un petit, un beau restaurant à Youngminster. Et tout de suite, il m'a fait confiance. Tout de suite. Et il savait, lui, il avait déjà vu, on travaillait ensemble depuis 1 an. Il savait que j'allais devenir indépendant un jour. Il avait vu en moi. Donc tu crées Nosphère. Je crée Nosphère en 2008. Ouais. Combien de temps ça reste? Après, Alors, les autres étapes? Le pire que j'ai fait, c'est d'engager des gens qui faisaient mon boulot. En fait, j'ai eu de plus en plus de travail. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai engagé des gens pour faire les tâches à 10 000, dans ce dans quoi j'étais fort. Donc, du coup, j'ai dû suivre ces gens-là dans le travail qu'ils faisaient au quotidien. Le soir et les week-ends, je faisais de l'administratif, je faisais des devis, je faisais des factures, etc. Et c'est seulement 3 ans plus tard où j'ai engagé ma première assistante où ça a changé ma vie, quoi. J'aurais dû le faire bien avant, mais j'avais pas j'avais pas les formations, j'avais pas tout ça. Tu as pris des COO, des CMO, etc. Chose que tu aurais pu faire alors que tu aurais dû prendre une simple assistante au début. Ouais, c'est ça. Comme ça, moi, je faisais le rôle de créa et marketing stratégique. Et voilà. Et donc, du coup, je suis devenu un patron à suivre les gens, à payer des gens, à subir les gens. Et j'ai pas compris, en fait. Et quand j'ai eu le nez bien dans la merde, à un moment donné, je me suis réveillé, je me suis dit, peut-être que j'ai besoin d'un coach. Et donc là, j'ai fait appel à un coach qui m'a aidé énormément. J'ai connu ce coach ou... Fabien Delahaut, c'est un gars en Belgique, il m'a beaucoup aidé. Okay. Ouais. Et ça marche comment avec un coach? Il te dit quoi? Qu'est-ce qu'il a changé en toi? Moi, je suis un peu... Alors, moi, je sais pas si j'ai pas plein de coachs ou ce que j'ai des coachs. Je sais que j'ai plein de gens qui me disent des choses, des conseils, etc. Mais aller voir un coach et qui te dit ce qu'il y a à faire... Alors, il te dit pas ce qu'il y a à faire. La première chose, c'est qu'il dit, voilà ce que je te dis. T'achètes ce qui t'intéresse. Tu vois, aujourd'hui, je suis devenu coach aussi, donc j'arrive à donner des conseils aussi. Mais conseiller, c'est pas dire tu dois faire ça. Conseiller, c'est donner, montrer qu'il y a un chemin et tu peux suivre le chemin si tu veux aller dedans, quoi. Mais bon, il y a eu lui, j'ai par la suite travaillé avec deux mentors à Paris qui m'ont aidé à changer de mindset, travailler la joie et la légèreté. Tu vois, j'étais tout le temps débordé, tout le temps énervé, tout le temps stressé. Il fallait que ça change, quoi. Et là, t'es plus du tout. Ah si, parce que la conjoncture, elle fait ça. Mais mes boîtes, c'est pas moi. Ouais. Tu vois, si tout devait s'écrouler demain, moi, j'ai fait ce que je devais faire, quoi. Spoil pas une des questions que je te poserai. Oui, donc ça, c'est Nosphère. Ouais. Ensuite, il y a eu... Alors, il y a Success Story chez Nosphère. Ouais. On est 30, tout va bien, on fait 5 millions. Ouais, c'est une grosse agence. Une grosse agence. En fait, ça devient une des agences, une des plus grosses agences du pays, du marché luxembourgeois sur le pays. On va beaucoup en Belgique, on fait beaucoup de choses. Paris, j'arrive pas trop décrocher à cette époque-là des choses. Et puis, je fais une première erreur stratégique. Peut-être dû à l'ego, je sais pas, je rachète une boîte qui s'appelle Zetis Création, petit studio graphique, et en fait il y a des gens dedans, ils font un peu du digital, moi je suis hyper orienté digital, et on tombe d'accord, les gars viennent chez Nosphère, et je mets et Zetis Création est une coquille vide, donc on l'utilise plus, c'est une boîte qui est là, on l'utilise plus, mais sauf que je prends le staff et je le mets chez Nosphère, et là c'est pas du tout le même ADN. C'est pas du tout les mêmes engagements, la même volonté. Et là, je perds un peu le contrôle du truc. Ça s'achète cher, une boîte comme ça? Alors, celle-là, elle valait pas grand-chose, donc ça s'achète pas trop cher. Il y avait du cash dedans. Je crois qu'on paye plus ou moins 400 000 € la boîte. Enfin, quand je dis pas grand-chose, c'est parce que vu qu'il y a de la trésor dedans, c'est pas une grosse opération. Mais ça se paye cher d'une autre façon. J'aurais dû travailler vraiment très différemment. En fait, j'aurais dû rester sur ma lignée, garder mon ADN de base, etc. Donc j'ai mis, si tu veux, j'ai une équipe A et il y a une équipe B et je mets l'équipe E dans l'équipe A et ça crée de la cacophonie, ça crée, les gens ne s'habituent pas et d'ailleurs ils sont pas là, ils sont pas restés. On a continué des collaborations avec certains membres. Mais et c'est pas le problème des gens ou quoi, c'est le problème de la culture est pas la même. Donc là, c'est une première erreur stratégique où là, je paye cher.
Et là, on commence à avoir de la dissonance dans l'entreprise. Ça devient compliqué, il y a du monde. Je gère pas bien au niveau management, donc je mets des responsables qui sont pas des bons responsables, qui n'ont pas des formations pour, etc. Et là, je merde complètement. Et je vais faire ma formation à Paris. On travaille sur le mindset. La joie et la légèreté, revenir à quelque chose de léger. L'enjeu tue le jeu. C'est une phrase que je retiendrai toujours. Et on joue plus, on s'amuse plus, on devient une boîte normale. On est là juste pour payer des salaires, pour faire du cash. Et ça va pas, quoi, c'est pas moi. Et donc il faut absolument que ça change. S'amuser. Ouais, c'est la base. Et donc, rachat de Z6 Création, ça cafouille. Je recadre les choses, je remets les choses en place. On ramène le jeu, on ramène la joie, l'amusement, des projets. Parce que moi, tu vires des personnes ? Ouais, obligé. En fait, non, c'est plus précis que ça. Les gens partent. Les gens partent. Oui. Les gens partent parce que je leur dis voilà ce qu'on va faire maintenant. C'est avec ou sans toi, c'est toi qui décides. Et je pense qu'on a dû licencier 1 ou 2 personnes sur. Oui, ça va. Non, mais il y en a 12 qui sont partis. Ok. Ouais. Qui ont été remplacés par la suite. Hein, mais c'était important de revenir à mon ADN. Voilà. Et alors après, j'ai des gens qui bossaient super bien. Tu parles d'échecs, j'ai des gens que j'ai adorés, qui bossaient vraiment comme des fous, qui ont fait des burn-out parce que d'autres qui étaient dans la boîte faisaient pas le boulot. Et je te jure, je leur disais, ne donnez pas tout ça à l'entreprise, elle vous le rendra pas, quoi. Je voyais les gens exploser en plein vol et ça, j'étais démuni, je savais pas comment faire. Et donc après, comment tu fais pour gérer ça, justement? Parce que généralement, c'est les plus engagés. Ouais. Et les plus engagés, ceux qui font toujours le plus, qui malheureusement, c'est ceux sur lesquels on compte à chaque fois le plus. Ouais. Et malheureusement, qui après, ils se retrouvent avec trop de travail. Parce que c'est les seuls qui sont bons, et en fait, tu donnes ça parce que tu sais que eux, ils vont faire le taf comme il faut. Ouais. Comment tu fais pour gérer ça? Là, ici, j'arrive sur ce qu'on appelle le nectar. Donc, j'ai mis en place une stratégie sur 3 cercles. J'ai mon noyau dur, ce que j'appelle un noyau mou, et le 3e cercle, c'est les ressources humaines. Alors, ceux qui vont entendre ça, ils vont trouver ça dégueulasse. Hein. J'ai les richesses humaines dans le cercle 1 et le cercle 2, et les ressources humaines dans le cercle 3. C'est toi qui décides dans quel cercle tu vas. Si tu te rends indispensable, tu vas passer forcément dans le noyau mou, ça veut dire des gens indispensables à la boîte. Les ressources humaines, ce sont des gens qu'on va énormément respecter. Il y a pas ça, c'est hyper important. Hein. Le respect, les valeurs humaines, la considération, donc tout ça, il y a. Par contre, si ça va pas, c'est one in, one out. Oui, il n'y a pas d'émotion. C'est remplaçable. Ce qu'ils font, c'est pas. C'est ça. C'est fonction on va dire support, mais. C'est un peu ça. Alors, avec de l'externe aussi, donc des sous-traitants, voilà, tu fais un job et tu remplaces ou tu consolides. Hein, parce qu'il y a des gens qui sont passés. Moi, j'ai des gens qui sont passés du 3e cercle à noyau dur. Tout à fait. Tu vois, et des gens formidables. Donc ça, chacun va faire son truc. Mais avant, quand on a perdu Monsieur Bricolage, on a perdu un sacré paquet de pognon. Je t'assure, je me suis fait une promesse. Je vais licencier personne. On parle en millions d'euros de pertes. Hein. Donc c'est en chiffre d'affaires. Je vais licencier personne. Et je travaille comme un fou cette année-là. Je ramène, je dois taire les chiffres, mais je ramène vraiment beaucoup d'argent. 2 tiers de ce qu'on a perdu en bossant comme un fou. Fin d'année, donc je me suis fait la promesse, on va licencier personne. En fin d'année, j'ai une délégation du personnel qui vient. On peut te parler? Oui, ma porte est ouverte, donc vous pouvez. Le porte-parole me dit, et quoi, on n'a pas de prime? Les gars, je me suis battu pour garder votre emploi. Tu vois. Et donc de là, tous ces échecs-là, ou toutes ces moi, je suis un naïf, hein, je suis un utopiste, donc je pense qu'on est dans un monde de bisounours à l'époque. Ils sont partis de mon bureau, j'ai pleuré. Vraiment, j'ai fondu en larmes. Hein, vraiment. Tu t'es dit, c'est injuste, quoi. Ouais, c'est vraiment injuste. Mais ils comprennent pas. Alors après, j'essaie de me dire, le métier d'entrepreneur est peut-être. Après, c'est ce qu'il faut se poser comme question. Tu dis, mais en se mettant à leur place, eux ne voient pas tout le travail. Ah non. Non, ils voient pas les nuits blanches, ils voient pas les stress, ils voient pas tout ça. Et en même temps, c'est pas eux, sinon ils seraient entrepreneurs, tu vois. Oui. Ça, c'est ok. Mais c'est le manque de considération dans le sens inverse, tu vois. Et donc, du coup, moi, j'ai vraiment beaucoup parlé. Le respect, dans les 2 sens, c'est la base. Donc, on doit vraiment avoir beaucoup de respect les uns envers les autres. Et voilà. Et moi,
la dame qui fait le ménage chez nous. Tout à fait. Moi, je souris en pensant à elle parce que tous les vendredis, elle me voit, elle me fait oh, bonjour chef, et j'ai toujours un mot pour elle. Et s'il n'était pas là, nos bureaux seraient tout sales. Tu vois, elle est hyper importante et tout le monde aura toujours mon respect. Mais maintenant, il faut que ce soit dans les deux sens, quoi. Voilà. Ce manque de considération, tu as l'impression que toi, tu les considères, mais inversement, de temps en temps, tu as l'impression que certains employés ne peuvent pas considérer tout le travail que tu fais, ou alors ils ont du mal à le comprendre. C'est quoi le secret pour qu'ils le comprennent? Rester au contact avec eux. Ouais. Aujourd'hui, je pense que les gens, moi je suis très proche des gens, pas tous, c'est pas possible d'être proche de tout le monde, mais rester au contact, expliquer. Quand je suis en galère, je leur dis. Je leur dis, voilà, cette année, ça va bien. Là, on est en grosse galère. Pour l'instant, on doit serrer les fesses. Voilà, il y a des gens qui quittent le navire parce que je leur dis, on traverse un peu la tempête, il va falloir baisser la voile. Ils s'en vont. Ok, mais après, à côté de ça, il y a ceux qui se battent. Et quand le beau temps est revenu et qu'il y a des parts du gâteau à prendre, c'est pour tout le monde, tu vois. Les boîtes, je suis le patron, mais c'est pas mes boîtes. C'est ça. Tout ça, ça fonctionnerait pas sans eux. Et donc, les employés, c'est mon moteur. Oui. Et donc, si je les respecte pas, le moteur, il va plus. Et inversement, s'ils me respectent pas, ils ont pas le capitaine à bord du bateau, tu vois. C'est une équipe, c'est ça, quoi. J'aime bien considérer le management comme une équipe de football. Alors, je suis pas un grand fan de foot, mais j'adore les stratégies. En même temps, désolé pour mes amis belges, mais je vois où c'est un peu normal. C'est un peu normal, vu toutes les rousses qu'on vous met, que la France vous met. J'étais obligé de la sortir un jour, avec tous mes copains belges qui sont frustrés de tu vois, moi j'ai plein de potes français aussi. Et il y a un truc, quand vous avez gagné la Coupe du Monde, que la Belgique a été éliminée en 2018. Et ben là, j'expliquais à mes potes la stratégie des Français. Oui, ils n'ont pas été faire, ils n'ont pas fait ci, ils n'ont pas fait ça. Mais n'empêche qu'ils ont gagné. Exactement. C'est ça le truc qu'il faut voir, quoi, tu vois. Le numéro 2, il n'y a pas de place, c'est le numéro 1 qu'il faut être. Si je peux t'assurer que... Moi, c'était mon équipe... franchement, je le dis tout le temps, il y avait la France, mais j'aimais bien la Belgique, j'aimais bien les joueurs, parce qu'en plus, il y avait, je suis fan du Real, il y avait Thibaut Courtois. Donc, vraiment, si la France ne gagnait pas, j'étais pour la Belgique. Mais quand j'ai vu la réaction... Ah ouais, c'était hard. Hein. Mais en fait, je pense qu'il y a une question d'amour du truc. En fait, tu vois, même les gens qui ne sont pas spécialement fans de foot, ce que les joueurs belges ont fait à l'époque en Belgique, ça a fédéré le pays. Oui. Et ça, c'est quelque chose de magnifique, parce que tous les gens autour, sur toutes les places de toutes les villes, il y avait du monde, il y avait de l'engouement, c'est génial de voir ça, tu vois. Et je pense que ça leur a fait mal, vraiment. Ah oui, mais le lendemain, si tu avais un Belge en face de toi, et pas que... Enfin, chez moi encore, ça allait au bureau, mais j'en connais plein dans certaines boîtes, tech, administration publique, etc. Je peux t'assurer que... il fallait qu'on rase les murs presque. Les Belges, ils étaient un peu... tu sais, le seum, là, il a vraiment pris toute son... Disons, toute... C'était jour noir. Exactement. Et d'ailleurs, depuis, c'est un peu... Bon, maintenant, ça va, parce que là, vous êtes un peu redescendu sur Terre, vous avez moins de... Donc, ça va mieux. Il y a eu d'autres défaites par la suite qui ont validé ça. On va continuer à des choses un peu plus concrètes, repartir. Donc, Nosphère. Ensuite, tu as racheté cette boîte. Création, boîte que j'ai laissé un peu dormir. Et puis après, 2020, première négociation pour le rachat de Yellow. Donc on rachète Yellow.lu en cours 2020-2021, période Covid. Tu vois, à Marc Noyen. Ouais. Et là, c'est pas une boîte que je vais intégrer, ça devient quelque chose de complètement différent. Je suis patron, j'ai créé une entreprise, donc là ça fait quand même déjà des années que je suis patron d'entreprise et entrepreneur, donc je suis en terrain inconnu à ce niveau-là. Par contre, je suis pas du tout en terrain inconnu et dans le rachat d'une structure, ni dans la reprise des gens dans une structure. Et ça, c'est très, 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 très dur. Vraiment, t'arrives là, t'es l'homme à abattre. Je sais pas pourquoi. Et en fait, quand tu commences à éplucher, tu creuses, et là, tu vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail. Et tu vois que tu vas devoir te séparer de personnes qui n'ont pas du tout le même ADN que toi. Tu as une vision pour l'entreprise, tu sais que tu pourras pas l'emmener, l'entreprise, avec les gens qui sont là en place. Et donc... Il y avait combien de personnes chez Yellow ?
15-16, je crois, à l'époque. Tu vois, de l'extérieur, tu as l'impression que c'était énorme. Parce que c'était le concurrent un peu Ouais, moins ouais. d'Editus. Ouais. Donc, je trouvais que c'était... Mais ils ont été 40. Je pense Ouais. qu'ils ont fait du downscaling parce qu'il y avait... Oui. Il n'y avait certainement pas les rentrées qu'il fallait. Donc, Pour rappel, il faisait quoi, Yellow? Donc, pour rappeler Alors, à ceux qui ne le connaissent pas, même si qu'au c'est- Luxembourg, tout le monde connaît. bon, faut dire que les choses ont beaucoup évolué, Ouais. encore plus maintenant dans les 5 dernières années, mais c'est à la base un annuaire qui référence les entreprises. Donc, mais c'est un peu... Les pages jaunes. C'est les pages jaunes, ouais, c'est ça. Et donc, la marque est connue, c'est ça qui m'intéresse, c'est que la marque, elle est connue au niveau national. Et donc, le but du jeu, c'est d'utiliser cette marque-là pour pouvoir servir tous ceux que je ne peux pas servir avec Nosphère. Tu vois, Nosphère, c'est un ticket d'entrée. Bon, maintenant, on a beaucoup discuté, on a revu un peu les choses. C'est un ticket d'entrée quand même relativement élevé parce que si tu veux faire un marketing efficace, tu ne peux pas arriver avec 5000, c'est pas possible, quoi. Donc, il faut déjà un peu d'argent pour avoir une visibilité. Et je parle vraiment en stratégie marketing profonde. Ici, avec Yellow, je pouvais servir les artisans, les indépendants, tous ceux qu'on ne pouvait pas servir avec Nosphère. Et donc, du coup, c'est ce qu'on... En leur vendant du référencement, en leur vendant des... Oui, tout à fait. Donc, et pas que. Donc, maintenant, on va beaucoup plus loin que ça. Enfin, ça, on en parlera. Tu avais une grosse base de données, en plus, de clientèle. Tu achetais surtout la base de données? Non. J'ai acheté la réputation de l'entreprise, de la marque. La marque était connue, ouais. C'est le montant de la transaction est connu? Non, mais c'est pas secret. C'est 250K, 260, je crois. Ok. C'est pas énorme, Oui. mais... C'est pas énorme, parce que si tu... Non, marque comme Yellow, tu peux facilement... Alors, rentabiliser sur... tu dis, ça fait 50K par an sur 5 ans. Sauf que quand tu prends 300 noms au téléphone et que tu te rends compte que la marque, elle est mal perçue, tu déchantes un peu. Donc, celui qui vend, il a toujours... il embellit les choses, tu vois, il embellit le truc. Et moi, j'aurais pu reprendre la boîte, la laisser tourner comme ça, réduire un peu la masse salariale et dire, OK, je fais du cash et c'est bon, quoi. C'était pas du tout mon projet. Mon projet, c'est un projet durable et d'ailleurs, on en a beaucoup souffert à cause de ça parce que le but, c'était d'abord, on va recréer un besoin chez nos clients, on va leur réexpliquer ce qu'on fait. Donc, c'est one-to-one, c'est bâton de pèlerin, c'est refaire à l'ancienne, etc. Et au final, j'ai remis, là maintenant, j'ai repris la direction opérationnelle il y a quelques mois, suite au départ du directeur opérationnel qui était là. Et je reprends mon bâton de pèlerin comme à l'époque je faisais avec Nosphère, quoi. Et c'est ce que tu aimes faire? Alors, ce qui est bien, c'est que ça redonne fin. En fait, tu vois, la société, elle va bien, mais elle fait pas les chiffres que j'aurais voulu qu'elle fasse. Elle a un potentiel de dingue, elle sert des clients avec énormément de qualité, donc on fait de la créa, de la qualité, on fait vraiment du bon travail. Il y a vraiment les bonnes équipes, il y a ce qu'il faut dedans, mais en fait, il faut pas être dans le confort pour faire des bonnes choses. Il faut se remettre dans l'inconfort. Et ça fait 1 an que je travaille en me remettant dans l'inconfort, parce qu'on parlera après de la boîte de construction. Construction l'année dernière, c'était un peu chaud. Oui. Et ben, tu te remets dans l'inconfort et c'est un peu dans les Rocky, tu sais, quand il va rechercher l'œil du tigre, etc. Oui. Moi, je me suis... Exactement. Ouais. Et ben, je me suis remis, si tu veux, je suis reparti dans la salle où tu as l'œil du tigre et je suis redescendu de ma zone de confort, enfin où j'étais plutôt bien, pour aller refaire des matchs, quoi, et retrouver goût à tout ça. C'est un beau parallèle du tigre. Ouais. Quand il t'arrive une claque ou un truc comme ça, c'est là que tu reviens et que plus motivé que jamais. Et j'en connais, moi ça m'est arrivé, ça arrive à pas mal de monde aussi. Et là tu reviens encore plus fort. Ah ouais, moi j'ai une détermination comme j'ai jamais eu. Ouais. Alors j'ai 48 ans, enfin je vais avoir 48 ans là, mais j'ai la niaque. J'ai vraiment la niaque, j'ai vraiment faim, tu vois, j'ai vraiment envie et je suis passionné. Donc, Et ça vient d'où cette faim là, selon toi? L'enfance, certainement, ouais. On a toujours notre petit enfant intérieur. Tu sais, quand tu mets les vêtements de ton voisin, l'ego, il en prend un gros coup, hein, donc c'est pas bien. J'ai des parents, un père qui a arrêté de bosser à 38 ans, une mère qui a arrêté de bosser à 40 ans. Pas un environnement d'entrepreneur. Et moi, je voulais me sortir de ces conditions-là, quoi. Et après, quand tu te bats et que tu as des résultats, tu en veux plus. Tu veux plus de résultats. Donc, mais tu te bats. Et le seul truc, c'est qu'il n'y a rien qui tombe du ciel. On n'a rien sans rien. Et il ne faut pas croire, tu sais, tout ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux, tu veux faire 1 million. Non, ça n'existe pas. Ça, on appelle ça des coups de bol, ça arrive, mais c'est très rare. Parce que gagner au loto, c'est rare. Mais ici, l'idée, c'est
travailler dur et avoir des retours. Et quand tu as des retours de clients qui te disent « Monsieur Gavrois, merci, moi c'est mon moteur ». Et quand tu as des collaborateurs qui sont fiers de bosser avec toi, qui te remercient pour l'engagement sans faille, qui te remercient pour la reconnaissance, etc., ouais, c'est mon moteur, quoi. Tu as des collaborateurs qui sont là avec toi depuis Oui, longtemps ? J'en ai quelques-uns qui sont là depuis 13 ans, 10 ans, Ok. 8 ans. Oui, mais le noyau dur est là. Hein. Le Ok. noyau dur est là. Et c'est des gens... Donc ça, c'est donc Yellow. Après, t'as encore eu d'autres Ah, sociétés. 2021, Ouais. Yellow. Ça, c'est en pleine période Covid, t'as acheté. Ouais. J'ai récupéré les gens après le Covid, je te Ouais. dis pas. C'était C'était chaud. Hein, c'était Ils voulaient chaud. tous faire du télétravail. Ah tout ouais, ça. non mais ça c'était le carnage, le télétravail c'est le carnage. J'ai d'ailleurs dit stop, on arrête avec ça parce qu'il y a Donc t'as pas de télétravail chez toi ? Non. Ah, ok. En fait, j'ai mis en place Ça serait bien, ça serait bien que mes collaborateurs écoutent ce que tu dis là. Donc pas de Alors, télétravail, on non, est d'accord ? pas de télétravail. Alors je t'explique. Le truc c'est que l'idée c'est de laisser la liberté à l'individu. Donc je prends l'exemple, moi j'avais une semaine sur deux mes enfants, et l'idée m'est venue de là, je devais aller les rechercher. J'avais pas le choix, il fallait que je me libère. Mais tu sais, tu as 2 enfants, ton boulot il doit quand même être fait, donc tu bosses le soir quand elles dorment, quoi. Et donc je me suis dit, mais si moi je le fais, pourquoi mes collaborateurs pourraient pas le faire ? Donc ce qu'on a fait, c'est que j'ai mis en place il y a quelques années les horaires libres. On a lancé c'était un truc de fou. Est-ce que c'était une connerie ou pas ? Parce que je veux savoir. Quoi ? Ce que tu avais fait, c'était pas 4 jours pour 5 jours. Alors non, au départ c'était l'idée, puis on l'a pas fait parce alors, c'était quoi que tu voulais faire ? Alors les horaires libres. C'est ça. Donc les gens arrivent quand ils veulent et ils partent quand ils veulent. Donc ça ici, et c'est toujours le cas. Hein. Okay. Donc on ne surveille pas. Donc si tu arrives à 11h le matin, on ne pose pas de questions. Ton boulot doit être fait, tu dois faire... Et il y a beaucoup de confiance. Hein. Oui. Mais je reviendrai après sur les trois niveaux, et on parlait tout à l'heure des gens qui font un peu moins le boulot. Les gens qui abusent, ils sont tout de suite identifiés. On les voit. En fait, tu n'as pas besoin qu'ils soient là pour savoir s'ils bossent ou pas. Et donc, ce qui se passe, c'est que pas de télétravail parce que l'état d'esprit, on ne peut pas créer quelque chose quand les gens sont de tous les côtés. On peut pas, si le noyau est éclaté, on ne peut pas faire une bonne équipe. Tu vois, il faut que tout le monde soit là et qu'il y ait de la... Pour développer des idées, il faut qu'il y ait de l'énergie dans l'idée. Même pas 1 jour sur 5 ? Alors, non. Par contre, si tu m'appelles, enfin pas moi, ou tu appelles ton directeur, tu dis écoute, mon enfant est malade, pas de souci, tu restes à la maison, tu fais du télétravail. Et on sait même bien que si ton enfant est malade, tu vas pas pouvoir faire du télétravail efficace. Tu restes à la maison, on te fait confiance. Si par contre on a des gens qui disent écoute, demain je viens pas parce que je suis trop dérangé, donc c'est 1 jour, peut-être 2, mais c'est pas une philosophie de vie. Tout à fait. Donc on veut pas. Et si tu veux faire du télétravail, ce sera pas chez nous, quoi, parce que c'est pas notre philosophie. Mais on a la liberté pour toi, tu vois, en fonction de ta vie, quoi. Et si tu fais du sport et tu veux te barrer à 4 heures, tu t'en vas, on te pose pas de questions. Tant que ton travail est fait. Tu livres. Ouais. C'est ça. Mais c'est pas que ça. C'est pas que le travail soit fait, parce que ça, c'est encore un état d'esprit. C'est que t'es l'état d'esprit. C'est qu'on sente ta dynamique dans l'entreprise. C'est qu'on sente que même si t'es pas là, t'es là. Exactement. On sente que t'amènes quelque chose. Tu vois, c'est ça l'idée. Et donc, juste pour le noyau, les trois cercles, ce que je suis en train de faire dans certaines entreprises, je fais du downscaling au niveau du staff. C'est-à-dire que ce que je veux, c'est un hectare. C'est plus avoir des employés. Tu sais, il y a quelques années, quand on a racheté le groupe, je me suis dit, je veux qu'on soit 100, 150, je veux qu'on soit ça, qu'on fasse ça. Et en fait, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'on se lève le matin et qu'on s'apprécie tous et qu'on fasse des choses dont on va être fier. Et donc, du coup, on réduit pour, dès qu'il y a quelqu'un qui est identifié, qui est juste là en présentiel, ok, toi, tu fais pas partie de notre état d'esprit. Il faut que tu partes. Parce qu'on a des gens sur qui on compte et qui se battent. Et tu disais tout à l'heure, une des causes du burn-out. Le burn-out, c'est un sujet que je connais relativement bien. Quand tu as quelqu'un qui bosse bien, c'est comme un clou. Tu tapes tout le temps sur le clou droit, tu ne tapes pas sur le clou qui est plié. Et donc, du coup, c'est tout le temps les mêmes qui faiient le boulot. Et donc, on les a identifiés, ces gens-là, et on les a remerciés. On les a poussés à partir parce qu'ils tuent nos boîtes. Et ce sont eux, en dehors, j'ai pas assez payé, j'ai pas ça, j'ai pas ça. C'est eux qui se plaignent le plus. Oui, absolument. Donc du coup, on a le nectar. Et si on a du gâteau, il y a une part pour tout le monde, tu vois. Ça, si on a un gâteau au niveau des bénéfices, quoi. Burnout, t'as déjà eu... Est-ce que tu as été limite d'un burnout, toi ? Alors, ouais, moi je pense que j'en ai fait plusieurs. Ok. Ouais, dans toutes ces périodes-là, il y a un jour où mes jambes ne voulaient pas descendre de la voiture. Ok. Donc je suis rentré chez moi. C'était compliqué. Et mon médecin m'a dit, ressaisis-toi.
Ouais, ok. Mais c'est des gens qui ouais, en fait, c'est quoi l'état d'esprit? Parce que tu n'arrives plus à te déplacer. Tu veux descendre de la voiture et tu ne sais pas bouger tes jambes comme si tu étais handicapé. Ouais. Et là, je t'assure que c'était vraiment, vraiment très bizarre. Par contre, j'ai refermé la portière, mes jambes refonctionnaient. Ouais. C'est... Moi, j'ai des gens qui m'ont raconté, ils partent au travail, ils se mettent à chialer. Alors que, pour rien, comme ça, hein, c'était vraiment tout le long, et ils se disent, ils peuvent plus aller bosser, quoi. Ils sont... Ouais. Le plus dur quand tu as des galères, c'est que tu essaies de rentrer, tu passes la porte du bureau, tu dis bonjour tout le monde. Ouais. Et au fond, c'est dur, quoi. Donc, mais comme je t'ai dit, vu que je me lève tous les matins de bonne humeur, qu'est-ce qui a fait que c'était dur, en fait? Pourquoi tu es arrivé dans cet état-là? Alors, il y a plein de choses. Déjà, j'étais l'entreprise. Donc, du coup, tous les problèmes de l'entreprise, je les ressentais comme si c'était moi, tu vois. Donc, j'ai réussi à faire de la dissociation. Il y a mes boîtes, puis il y a moi. Je ne suis pas mes boîtes. Donc, les problèmes de mes boîtes, ce n'est pas mes problèmes à moi. Oui, si elles se plantent, je vends ma maison. Ça, mais je veux dire, c'est que du matériel. Ouais. Tu vois, donc, du coup, j'étais de ça. J'étais hyper impliqué avec les employés. Donc tous les problèmes, je les subissais. Donc j'étais le bureau des plaintes. Enfin, j'arrivais pas à me détacher de tout ça. Je prenais les problèmes que nos clients pouvaient avoir comme mes propres problèmes. Enfin, c'est de l'empathie. Ouais. De l'empathie et l'instinct du sauveur, l'envie d'aider, tu vois. Et j'ai galéré, Et alors les gens abusent. Les gens abusent vraiment. Donc plus tu donnes, plus on t'en demande. Et plus on t'en demande, plus tu donnes. Donc, et la reconnaissance des fois n'est pas. Ah non, elle est pas là. Elle est pas là. T'as déjà vu je sais pas, on dit ça, t'as des parents, t'as 2 enfants, il y en a un qui vient jamais dire bonjour et l'autre qui vient tout le temps. Oui. Et celui qui vient tout le temps lui demande tout le temps plein d'aide. Et celui qui vient jamais, un jour il vient, il dit « Ah, j'ai eu la visite de... » Et les parents sont tout contents. En fait, plus tu donnes, moins t'as de reconnaissance. Quoi. Oui. Donc, j'essaye... Et l'autre, il dit « Mais attends, mais moi je viens tout le temps. » Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est de l'injustice. Et l'injustice, moi, je supporte pas. Quoi. Ouais. Alors, on va revenir... à l'écosystème, à l'empire gavrois. Ok, Nosphère, Yellow, ouais. Ensuite, période Covid. Et là, Nosphère, en 2016, j'ai investi dans des machines pour faire l'impression grand format, etc. Je suis passionné, avec mon père quand j'étais gamin, et j'ai peint un panneau entreprise de lettrage Gavrois et fils. Mon père faisait du lettrage publicitaire au pinceau sur les vitrines. Est-ce que ça m'a marqué? J'ai toujours voulu ça, donc j'ai créé Hello Déco. Donc en fait j'avais la partie impression chez Nosphère, c'était Nosphère Atelier. Ça fonctionnait pas bien. Les autres agences pensaient qu'on allait essayer de leur voler leurs clients. Ça, j'ai beaucoup d'éthique, donc ça n'arrivera jamais. Mais ça n'allait pas. Donc quand on arrivait avec le logo Nosphère Atelier chez des clients, même sans le vouloir, ça n'allait pas. Donc je vais pas mettre de l'argent chez un concurrent, alors que... Ouais, c'est ça. Et donc on s'est dit, on discute en interne, on s'est dit on va complètement dissocier. Et donc j'ai pris la décision de faire Hello Déco. Donc atelier publicitaire, un truc complètement à part. Donc c'est une société qui n'a rien à voir avec Nosphère. Et donc on se retrouve avec Nosphère, Yellow et Hello Déco. Donc là on a déjà un bon petit écosystème au niveau marketing. Et alors on décide aussi de créer notre propre bureau comptable interne parce qu'on a nos comptables, etc. Voilà, t'as 3 comptables où tu dois payer X milliers d'euros déjà rien que pour tes sociétés à toi, tu te dis autant le faire. C'est ça. Et t'as d'autres clients à qui tu peux... Oui, tout à fait, mais c'est justement ce qu'on a. Maintenant, on a plein d'autres clients. Donc, par contre, moi, j'ai pas étudié la comptabilité. Donc, j'ai Mathieu qui devient directeur qui a l'autorisation de commerce de Z6 Consulting. Et on s'entend bien et lui devient notre directeur financier. Ça s'appelle comment? Z6 Consulting. Et t'as 100% dans chacune des boîtes? Ouais. Donc, tu es le seul. Ouais. Et question, ils veulent pas avoir des parts dans la boîte? Alors, le sujet est sur la table, on en discute. Hein. On a passé quelques années un peu compliquées, notamment avec la construction ou quoi que ce soit. Donc, prendre des parts, c'est aussi prendre des risques. Donc, c'est pas que juste le plaisir d'avoir des parts. Tout à fait. Donc, on en parle. Alors, il y a certaines sociétés dans lesquelles c'est pas du tout le sujet n'est pas sur la table, et d'autres où on en a parlé, donc on en parle ouvertement. Mais je suis hyper transparent avec les gens avec qui je travaille, donc je cache rien. Donc chaque directeur opérationnel a vu sur les comptes, a vu sur tout, a vu sur toutes les factures qui rentrent, toutes les factures qui sortent. Pour moi, la transparence, c'est quelque chose de très important. Et donc du coup, on a aussi ces sujets-là qui sont abordés. Et j'ai pas envie que tout le monde aussi ait des parts. Enfin, moi, je le comprends. Le but, c'est de valoriser. Donc ils ont une part du gâteau.
Ça, c'est sûr. Ils ont un intérêt sur les bénéfices au niveau de la direction. Les employés, si les sociétés sont bénéficiaires, doivent pouvoir avoir une reconnaissance aussi. On les fait évoluer, on les fait monter en compétences, on essaie de faire évoluer les salaires quand on peut. Tu vois, c'est mes boîtes, mais c'est pas mes boîtes. Tu vois, c'est avec tout le monde. Mais Évolution des salaires, c'est une question aussi. J'ai pas posé aux invités d'avant. On s'est quand même tapé 10% d'index en 2 ans et demi, 3 ans. Ouais. J'ai 6 nouvelles personnes invisibles qui travaillent dans le groupe. Voilà. Ouais. C'est comme si tu avais c'était comme si tu avais embauché 6 personnes en plus. Ouais. C'est hyper dur. Ouais. Parce qu'en fait, c'est pas que l'index. Déjà, moi, l'index, c'est un système que je comprends pas. Donc je t'explique. T'as le pouvoir d'achat, il est censé augmenter. Sauf que l'inflation augmente de 12%. Toi, tu gagnes 2,5% en plus. Donc déjà, tu perds de l'argent. Ça, c'est la première chose. Mais on t'augmente l'index. Donc toi, tu dois augmenter tes prix. C'est ça. Vu qu'on est dans le marketing, par exemple, si j'augmente mes prix, le marché, le magasin qui va répercuter le prix du marketing, il doit augmenter les prix de ses produits. Tout à fait. Donc je ne comprends pas le principe. Je me suis toujours demandé. En tout cas, grosse augmentation. On doit impacter les prix. On ne peut pas parce que Ukraine, crise de l'énergie, nos clients, ils souffrent aussi parce que si on souffre, nos clients souffrent. Et donc, en fait, on danse sur la tête. Là. Alors que nous, dans l'event, par exemple, catering, etc., ils augmentent, peu importe. Ouais, mais ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Mais nous aussi, on n'a pas le choix. Mais ce qu'on doit essayer de faire, c'est une concurrence saine avec nos confrères. Tu vois, c'est de se dire, on doit tous gagner notre vie. Moi, je veux de la transparence avec nos clients. Donc, on les assomme pas. Tu vois. Et les employés ne disent pas, écoute, on les a embauchés de 10%, on les a augmentés de 10% en l'espace de 2 ans et demi. Ouais. Si tu les augmentes pas plus, ils te disent pas, ouais, mais ça c'est l'index, ça compte pas pour d'augmentation. Tu l'as pas eu celle-ci ? Si, tout le temps. Mais tu sais, ceux qui te disent ça, c'est pas les bons. Les bons, ils te disent, je me bats avec toi. Si on gagne, j'en veux. Tu vois ? Et d'office, et ils n'ont même pas besoin de venir réclamer. Ceux avec qui on se bat vraiment, on leur donne une contrepartie tôt ou tard. Après, il faut comprendre la conjoncture. Tu peux te battre comme un fou si la société, elle fait pas de chiffres, elle ne se développe pas comme il faut. On ne sait pas donner ce qu'on n'a pas. Tu vois, donc il faut de la patience, il faut peut-être trouver d'autres façons de faire. Donc de la liberté, de l'autonomie aussi dans le travail, de la confiance, un cadre. C'est hyper important. On parle de marque employeur, on essaie d'avoir un cadre sain, tu vois, où les gens sont considérés, sont reconnus avec une bonne ambiance. C'est très très dur. Donc là, Hello Déco, la boîte fiduciaire, on va dire, comptable. Ça, c'est Zetis Consulting. Après, un truc complètement, je vais pas dire lunaire, mais moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fout ? Tu as racheté une boîte de construction. Ouais. Je me souviens de l'annonce. Construction générale. Alors, explique-nous. Il y a plusieurs points. Il y a un parcours de vie. Donc, tu étais maçon quand tu avais 14 ans. Ouais, mais tu ne ris pas, mais j'ai aussi complètement transformé, moi, ma maison. Enfin, je dis moi, c'est prétentieux parce que moi, avec l'aide de mon frère, de mon père, de mon ex-beau-père, pas tout seul, mais j'ai fait énormément seul. J'ai travaillé pendant 2 ans dans cette maison sans arrêt, non-stop. Donc j'ai tout appris aussi sur le tas. Tu as fait du carrelage Ouais, tout. J'ai tout fait. Donc, mais par contre, évidemment, je ne suis pas ingénieur en construction, donc je n'avais pas ces connaissances-là. Ouais. Mais ça m'a toujours passionné. Et après, je me suis dit, mais il faut que je fasse des investissements immobiliers. Et donc l'idée, c'était de faire des investissements immobiliers pour consolider quelque chose, pour laisser à mes enfants ce que moi, je n'ai pas eu quand j'étais gosse. Donc quand tu démarres dans la vie et que tu n'as rien, le chemin il est plus difficile. Après, il ne faut pas non plus les mettre dans un cocon où elles doivent avoir le sens de la gagne. Parce que du travail, parce que sinon, s'ils ont tout... Voilà, ils ne seront pas armés pour la vie plus tard. Tout à fait. Et donc, j'ai eu l'occasion de racheter Commodo, la société qui appartenait au gars qui m'a aidé à lancer Nosphère. Okay. Donc la discussion, elle vient comme ça au départ. Et puis, je rachète la société. Mais ça a beaucoup plus de sens que ce que la plupart des gens disent. Déjà, parce que, d'une part, d'un point de vue investisseur, je diversifie mon portefeuille d'actions. Ça, c'est la première chose. Donc, si un domaine va un peu moins bien, j'ai plusieurs structures, donc je vais diversifier. La deuxième, c'est je suis passionné d'architecture. Donc, si j'avais dû faire une autre carrière, je serais certainement architecte aujourd'hui. C'est très lié au design, donc j'aime ça. Et donc, du coup, j'aime le beau, donc j'aime les choses bien faites. Donc, je vais emmener Commodo sur une partie du design. Et puis, ça a un lien avec le reste. Et même niveau humain, si c'est la personne qui t'a aidé au tout début, l'histoire, elle est belle quand même. Ah, mais l'histoire. Tu partes à la retraite ?
L'histoire, ouais. Ah, voilà. L'histoire, elle est super belle, mais alors le truc, c'est que quand je rachète la société, j'ai aussi un projet pour le groupe dans l'écosystème. C'est-à-dire que je suis un spécialiste du retail à la base. En termes de marketing retail, Oui. j'ai travaillé pendant 25 ans dedans, donc je connais super bien. Là, dernièrement, on vient de désosser un magasin sport direct et on s'occupe de tout. On s'occupe de toute la partie parachèvement, partie signalétique. On fait qu'une partie et l'autre est faite par des confrères à l'étranger. Et s'est occupé de toute la partie marketing, communication sur le marché. Et en fait, ça fait tout. Mais on va lancer maintenant la partie bureau. Donc, j'annonce officiellement aujourd'hui. On est en train d'étudier la partie bureau. Donc, on va pouvoir faire de la rénovation, de l'aménagement de bureaux. Donc, on a tout. Et ça reste, c'est passionnant, c'est des projets en fait. Ça reste quasiment le même métier. Alors, ce qui est génial, c'est que tout ce que j'ai mis en place sur les années, enfin j'ai du mal à parler juste de moi parce que je ne suis pas tout seul, tout ce que nous avons mis en place ces dernières années, on l'applique maintenant chez Komodo. Et donc une structure, une société, elle fonctionne exactement de la même manière qu'une autre. C'est juste le produit ou le service qu'elle vend qui est différent. Mais tu dois avoir du staff qualifié, tu dois avoir un directeur opérationnel, tu dois avoir une bonne gestion de la finance, tu dois avoir un ADN, des valeurs, l'envie de faire des belles choses. Tu vois, tout ça, ça reste là, quoi. Komodo, jusqu'où tu vas t'arrêter après ces 5 sociétés? Je vais pas m'arrêter. Je vais pas m'arrêter. En fait, j'ai ralenti parce que 2024, je me suis quand même demandé si on n'allait pas mettre la clé sous la porte. Ok. Parce que tout le groupe? Plus de commandes. Non, pas tout le groupe, mais il y a 2 structures qui 2023, une 2024 l'autre. Tu te dis, waouh, c'est quand même fragile, quoi. Quand tu n'as pas de bon de commande, et tu dis, ça va être compliqué. C'était lesquels? Et moi, je peux te parler en toute transparence. Et chez Yellow, problème de réputation. Okay. Et chez Komodo, problème de la construction. Ah oui, là c'est conjoncture niveau immobilier. Mais mon métier, c'est le marketing. Et donc, je me suis dit, j'ai deux solutions. Soit je regarde vers le bas et on se plante, soit je regarde vers le haut et où je vais. Et donc, on a travaillé le marketing, on a travaillé la réputation, on a beaucoup communiqué en interne, on a beaucoup travaillé, on a optimisé tous les process. On est devenu relativement bon dans les 2 structures. Et on fait un début 2025 tonitruant. Enfin, Komodo, premier trimestre, fait un meilleur résultat que toutes les années où elle a vécu dans le passé. Ouais. Tu vois, donc Et en fait, c'est ça, l'entrepreneuriat, c'est des cycles, c'est up and down tout le temps. Est-ce que c'est pas parce que tu t'es réveillé, tu t'es dit je vais me mettre dedans? Ça fait du bien. Ouais, ça c'est sûr. Donc, il y a un moment donné où j'ai pris beaucoup de hauteur et j'ai dû fauter quelque part. En étant trop haut sur la stratégie, là je suis revenu, le nez dans la merde, et dire waouh, là il faut faire quelque chose, quoi. Et non seulement je me suis bien réveillé, l'œil du tigre, on en parlait, c'est ça. Mais en plus, j'ai pris du plaisir. Beaucoup de plaisir. Et tu t'es déjà arrivé, je suis pas à la hauteur de te dire ça. Est-ce que tu t'es déjà arrivé? Est-ce que tu t'es déjà dit? Alors c'est plutôt l'inverse. Ouais. Est-ce que ça m'est déjà arrivé une fois de me demander si j'étais à la hauteur? Jamais. Je me suis jamais dit que j'étais à la hauteur parce que d'une part, j'ai toujours des objectifs en dehors de ma zone de confort, donc je vais toujours aller en conquête. Et je pense, déjà moi, je ne suis pas à la hauteur tout seul. Donc si j'avais pas toutes les équipes avec nous, avec moi, et si on n'était pas tous ensemble, j'y arriverais pas. Sans eux, je suis rien. Enfin, on dit ouais, David, il y a une super réussite. Non, c'est pas ma réussite. C'est notre réussite à tous avec mon noyau dur, mon noyau mou. Justement, est-ce que tu penses avoir réussi? Non. Pas encore. Non, mais je pense que, tu sais, il y a une chose, pour moi la réussite c'est une seule chose. Bon, pour moi il y a 2 choses importantes dans la vie, la santé, ça c'est le premier truc, et je travaille à essayer d'avoir une bonne santé. Pas assez, des fois je me dis bouge-toi un peu plus. Tu fais quoi? T'es vegan? Tu fais du sport? Non, j'essaie juste d'être actif. Non, je fume pas, mais j'aime bien boire un verre, mais tu vois, j'essaie quand même de rester en forme. Et donc je disais la santé. Et l'autre chose, pour moi, le truc le plus important, celui qui peut répondre oui à ça, il a réussi, c'est être heureux. Et là, je suis pas le bon élève. Il y a des fois où je suis pas heureux parce que ça va pas, c'est dur, c'est ci, c'est ça, je suis dans les problèmes, Et donc pour moi, celui qui est libre, il est heureux. Et en ayant toutes les sociétés, je me suis rendu compte que quand financièrement ça va un peu moins bien, t'es pas libre. Tu peux pas dire ok, j'arrête. Non, l'employé, il est libre, il peut dire ok, je signe, je démissionne, c'est fini, merci, au revoir. Toi, t'es
Ah oui, on a trop de contraintes. Ah ouais. Donc, mais c'est que ça. Et on a des familles derrière nous, etc. C'est des contraintes, une responsabilité sociale. Il faut, quand tu regardes les gens dans les yeux, il faut que tu penses à leurs enfants. Il faut que tu penses à. C'est des responsabilités. Il faut que tu saches que les gens qui se battent avec toi ont des familles à nourrir, ont des enfants à amener aux études, etc. C'est pas juste l'entrepreneur qui va. Je vais faire du cash, je vais jouer un peu avec les boîtes. Exactement. Il y en a peut-être qui font ça. Moi, c'est pas mon truc. Justement, je vais faire du cash, etc. Ton ambition sur le groupe, c'est de faire quoi en termes d'employés, en termes de chiffre d'affaires? Alors, chiffre d'affaires, 100 millions. J'aimerais bien qu'on monte le groupe à 100 millions. Ça paraît prétentieux. Hein. Ouais. Mais en même temps, je m'en fous parce que je me suis mis ça en objectif. Ça fait 2 ans que j'ai ça dans l'objectif. Tu l'as annoncé quelque part que tu voulais faire 100 millions? Le premier, c'était sur le déclic, le podcast d'Alec Henry. Ouais. Et je travaille à ça. Mon job, c'est de faire ça. 100 millions. Ouais. J'ai pas toute la stratégie. Hein. Tu sais, tu fais Komodo, tu fais 3 chantiers à 10 millions, tu construis des immeubles, ça t'a déjà 30. On parle de chiffre d'affaires, on ne parle pas forcément de bénéfices. Non, exactement. Donc c'est le but. Donc le monter à 100 millions et puis sortir des frontières, arrêter de juste se dire on fait des projets ici sur le marché luxembourgeois. On peut... le monde est à notre portée, donc moi j'ai envie d'aller explorer un peu le monde, tu vois, j'ai envie de faire d'autres choses. Et tu as eu des remarques un peu dans les réseaux sociaux, je crois. Comment toi tu réagis T'as suivi les réseaux récemment? J'ai suivi des trucs. Ouais, écoute, les gens de là où je viens, ils comprennent pas. Donc si je m'expose sur les réseaux sociaux, je suis quelqu'un d'arrogant avec un gros melon. Non, je pense que je m'expose aussi pour partager mes valeurs sur l'entrepreneuriat. Tu vois, j'essaye de si je peux inspirer quelqu'un, moi si j'inspire une personne, ça me va, quoi. Tu vois, l'idée c'est de parler de tout ça, de dire quand c'est facile, de dire quand c'est pas facile, de parler cash, de parler franc. Et quand j'ai des critiques, ça m'atteint parce que y a rien de méchant en moi. Tu vois, moi je me lève le matin, je travaille, donc je fais ce que j'ai à faire, je me bats et j'envie pas les gens, je critique pas les gens, j'essaye de voilà. Et je me suis dit que peut-être j'offrirais un balai de rue aux gens qui me critiquaient si j'avais écho pour dire balayer devant chez vous, quoi, tu vois, c'est déjà très dur de s'occuper de ses affaires. Donc moi je m'occupe de mes affaires, je regarde pas ce qui se passe autour, je critique pas mes concurrents, je regarde pas en fait, j'admire quand ils font des belles choses et c'est tout, j'essaye de tracer ma route, quoi. Et justement, t'admires quand des gens font des belles choses. Est-ce qu'il y a dans le marché ou quelqu'un qui t'inspire ou il y a peut-être je sais pas moi, une société ou un exemple, tu dis tiens, ça c'est vraiment pas mal ce qu'ils font? Alors il y a en fait moi j'aime bien les inventeurs, moi j'aime bien les projets, j'aime bien les gens qui créent, etc. Et c'est peut-être un cliché, mais Elon Musk, je parle pas de l'homme, parce que bon, il y a débat politique, etc. Mais je me dis c'est un truc de dingue. Il a lancé des fusées en réduisant le budget des fusées. Alors il n'est pas tout seul, hein, encore une fois, lui sans les équipes c'est personne. Hein. Donc, mais il révolutionne le monde de la fusée, il révolutionne le monde de l'automobile, il fait bouger les lignes, lui il change le monde. Alors bien, pas bien, etc. Tous ces débats-là, donc ça c'est une première chose. Par contre, je voudrais pas forcément lui ressembler parce qu'il a quand même l'air d'être bien perché. Donc justement sur l'échelle de être heureux, je suis pas persuadé que ce soit un bon élève, tu vois. Donc, mais j'admire pour tout ça. Mon modèle c'était Steve Jobs. Moi j'ai grandi avec lui et ça c'était vraiment voilà. Alors oui, un peu arrogant, beaucoup d'ego, etc. Mais passionné par le produit, passionné par le design et je me reconnais beaucoup dans. Je sais pas la réussite de Steve Jobs, mais je me reconnais dans ce souci du détail, le sens du beau, le truc. Oui, mais ça va pas se voir, hein, on va le faire quand même comme ça parce que c'est un état d'esprit que tu vas injecter dans tes projets, tu vois. Donc ces gens-là, j'ai eu une admiration pour ce qu'ils faisaient. Après, bon, l'humain, ça c'est autre chose. Là, ici, je te parle juste de professionnels, quoi. Il y a des boîtes comme Kawasaki qui vient de lancer une moto à 4 roues, enfin, c'est comme un cheval. Moi, je vois ça, je suis bluffé, quoi. C'est un truc de dingue. Tu dis, il y a vraiment des gens, des ingénieurs passionnés qui font des trucs de dingue. Mais j'aime aussi, malheureusement, j'ai oublié son nom, mais un gars qui présentait dernièrement comment il allait modifier l'agriculture avec beaucoup moins d'eau, en écoutant la nature, en revenant aux essentiels, etc. Tu vois, il n'y a pas que la tech, il y a aussi la nature. Il y a des gens qui se battent pour la nature, des gens qui se battent pour nettoyer les océans, pour tout
tous ces gens-là, en fait, j'admire tous ceux qui ont un projet et qui vont à fond dans le truc. La tech, justement. Ouais. Quelle est ton appétence à la technologie généralement? Tous les potes avec qui je suis me disent de lâcher mon téléphone parce que mon téléphone, dernièrement je vais à Paris avec ma fille pour son anniversaire, on fait un programme, j'ai pas touché mon téléphone des mains et elle avait dans son agenda tout le programme de la journée. J'ai juste fait tout ça, si j'ai fait envoyer, mais tout le programme de la journée, on l'a fait ensemble, j'ai pas touché mon téléphone, j'ai fait envoyer, c'était dans un agenda partagé avec elle. L'IA, le quotidien, c'est un outil formidable. Moi, je suis l'IA avec énormément d'intérêt. C'est quelque chose je trouve ça incroyable. Alors, effectivement, ça fait peur parce que tu peux avoir... J'écoutais dernièrement un podcast, l'instinct de survie de l'IA. Apparemment, ils ont fait communiquer deux IA. Il y en a une qui allait manger l'autre d'un point de vue de technologie, l'autre a copié le code. Enfin, c'est des trucs de dingue. Mais moi, la tech, en réalité, Nosphère a été créé pour la tech. Parce qu'à l'époque, il y avait les agences traditionnelles et les agences web. Je sais pas, c'était 2008, tu vois. Et on n'arrivait pas à avoir cet état d'esprit de se dire il faut absolument avoir un seul pôle. Il n'y a pas de marketing digital ou de marketing traditionnel, ça n'existe pas. Enfin, Tout à fait. Et je ne comprenais pas ça. Et donc, du coup, j'ai créé Nosphère. Et Nosphère, l'idée, c'était de mêler et le digital. On parlait d'Internet. Hein. Nosphère a été créé au lancement de l'iPhone. Donc, il faut imaginer, aujourd'hui, ça paraît tellement loin. J'ai l'impression que c'était hier et ça paraît tellement loin. Et l'IA, donc, tu l'utilises au quotidien? Ouais. Pourquoi? Pour faire quoi exactement, les tâches? Écrire un communiqué de presse. Tout. Tout. En fait, écrire à un ouvrier chez Komodo en portugais. Je veux communiquer avec lui. Je veux qu'il comprenne bien ce que j'ai à lui dire. Et je veux communiquer avec lui. Je lui écris en portugais. Simplement, une bonne communication. Il me répond en portugais, je tape ça dans l'IA, j'ai sa traduction parfaite. Tu utilises quoi? Ici, c'est bêtement ChatGPT, mais sinon, là, ici, on est sur de l'IA générative. Hein. On a Agen, Eleven Labs, beaucoup d'outils qui existent, qui sont très simples. On a Midjourney pour la création d'images, on a FreePic pour la création d'images. Il y a vraiment tellement d'outils. Tu as entendu parler de la fausse publicité de BMW dans l'espace? Non. Pas encore. Très intéressant. Ouais. Une boîte en Allemagne, dont je connais le fondateur, a créé une publicité, une vraie pub, et il la poste sur Instagram. Donc c'est une voiture où tu vois le mec il part dans l'espace et il se perd, il se retrouve je crois sur Mars et impossible de retourner sur Terre, etc. Et tout à coup il y a une voiture qui vient, je crois que c'est une Mini, c'est une BMW ou autre qui vient et tu le vois dessus après. Mais tu as l'impression que c'est vraiment un film publicitaire fait. Ouais. Ce genre de pub coûterait... aurait coûté 1 ou 2 millions d'euros. Le truc, c'est qu'après ce film-là, il y a le making-of, où tu vois des vrais acteurs qui expliquent voilà, comment j'ai fait, on est parti on a fait ci, on a créé un faux making-of. Donc, et ils ont été... BMW les a contactés en demandant, et en fin de compte, le budget de ce truc-là, réduit, mais... Mais c'est justement ça que l'IA ça va être extraordinaire parce que ça réduit tout, mais ça rend toutes les choses beaucoup plus faisables. Vendredi, j'étais avec un gars chez Yellow, il est brillant ce jeune-là, il me fait sauter d'un avion en parachute. Ouais. Et c'est un truc de dingue, tu vois, c'est tout ça, l'IA, il faut bien se dire que voilà, on a fait un phoning, c'était un truc de dingue. Tu parlais de base de données tout à l'heure. On a une base de données de 20 000 clients. On fait du phoning avec un avatar. Un avatar de moi. Vous pouvez aller voir sur yellow.lu, je suis en vidéo et je parle toutes les langues. Et en fait, c'est pas moi, c'est un avatar, c'est même pas moi. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé des agents IA. Donc, un agent IA, c'est quelqu'un à qui on donne une fonction. On a fait téléphoner une IA qui avait ma voix à des prospects. On leur a expliqué, à des clients, pardon. On a expliqué que c'était une IA de ma voix. On leur a demandé s'ils voulaient bien participer et communiquer avec l'IA. La plupart des gens ont dit oui. Il y a une communication. Il y a eu un enregistrement qui a été fait de la conversation. Donc, on voit tout l'enregistrement. Il y a un email automatisé qui a été fait, qui a été envoyé à ce prospect-là. Un Calendly qui a été réservé pour pouvoir réserver
un rendez-vous avec moi. Et donc du coup, j'ai des gens avec qui j'ai un rendez-vous réservé. Dans mon Calendly, personne n'a rien fait. Oui. C'est un outil extraordinaire. Alors que tu aurais une assistante qui aurait appelé, qui serait passée par la secrétaire, etc. Enfin, tout ça beaucoup plus compliqué. Et donc ici, t'imagines, les 20 000 contacts, je fais un clic, ça téléphone à tous les contacts. Et alors le pire, c'est que quand tu as l'IA au téléphone, tu sais pas la distinguer d'un humain. C'est très 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 compliqué. Tu le dis au début. C'est pour ça, on l'a dit pour que. Dès le début. Ouais, on l'a dit bonjour. Voilà, je me présente. Je suis un avatar de David Gavrois. Je suis une IA. On le dit parce que ça va être de plus en plus compliqué de distinguer ça. Par contre, imagine les call centers, les restaurants, tous ces trucs-là. Tu prends tes réservations, tu fais tout, mais ça répond à des questions de dingue. Quand tu vois le potentiel de ChatGPT, tu poses des questions, tu vois la connaissance que ça a. L'IA, sur des agents IA, tout ce qu'on sait faire. Et puis alors, tu peux choisir la voix en fonction. Si tu as un homme, tu mets la voix de la femme. Si tu as une femme, tu mets la voix d'un homme. Ou si c'est une femme, tu mets la voix d'une femme en fonction d'eux. Enfin, tu décides en fonction des affinités, tu décides de ce que tu vas dire. Tu peux orienter la façon de parler en fonction du niveau d'étude de la personne, tu vois, en fonction de l'interlocuteur. Enfin, Et ça augmente la productivité de manière dingue. Ah ouais. Et alors. Et ils font quoi les autres alors ? Ça distingue. Ça permet de faire des tâches plus intéressantes pour certains ? En fait. Ça permet d'avoir moins de personnes. Les deux. En fait, il va y avoir deux types. Il va y avoir ceux qui vont dire « Moi, l'IA, j'ai pas envie ». Ceux-là, ils sont cuits. Ça, c'est sûr et certain. Tous ceux qui veulent pas avancer avec l'IA, ça va être compliqué. On va perdre des jobs, ça, c'est sûr. Mais tous ceux qui veulent utiliser l'IA, ils vont être méga plus performants. Et c'est ça qu'il faut voir. Et donc, il faut absolument... mon rôle, c'est d'emmener les gens qui travaillent avec nous dans cette voie-là pour leur dire c'est pas un ennemi, c'est justement tout l'inverse. Par contre, effectivement, j'ai une assistante de direction qui va peut-être pouvoir utiliser 10 assistants plutôt que d'en engager 10. Tout à fait. Et là, on va être plus performant, plus rapide, plus efficace et moins d'erreurs. Enfin, tu vois, mais tu sais, il y a eu beaucoup de craintes sur l'emploi. À l'époque, il y avait un film avec Kevin Costner où il y avait... c'était deux personnes qui étaient des calculatrices et elles ont travaillé à la NASA. Hein. Elles étaient des calculatrices pour voir un peu sous quel angle les fusées vont revenir sur la Terre. Moi, je ne suis pas un spécialiste mais bon, elles calculaient elles-mêmes, elles faisaient des calculs de dingue. Et puis sont arrivées les calculatrices, ils ont cru qu'elles allaient perdre leur job, enfin les gens à l'époque. Puis sont arrivés les ordinateurs, puis est arrivé Internet. Et aujourd'hui, c'est l'IA et tout le monde a toujours du travail. On se réinvente, tu vois. Il faut avoir une capacité d'adaptation sur tout ça. Et je pense que ceux qui réussiront pas à s'adapter vont souffrir. Après, un bon artisan, ça restera un bon artisan, tu vois. Donc, je reste dans la tech. Si tu avais le choix d'avoir un mentor, d'un tyran de la tech, ce serait qui ? Est-ce qu'il y en a un ? Tu te dis, bon, j'ai déjà la réponse vu que tu en as parlé juste avant, ça peut être lui, mais... Est-ce qu'il y en a un où tu aimerais avoir Est-ce qu'il y avait un tyran de la tech que tu aimerais avoir comme mentor ? Un tyran ou un... Alors... J'adorerais suivre... alors, je ne sais pas si c'est Elon Musk, parce que c'est peut-être juste un personnage public et derrière, il y a quelqu'un d'autre. J'adorerais être dans ces structures-là pour me faire boxer et me rendre compte qu'en fait, ce qu'on fait ici, c'est naze. Parce que SpaceX ou X ou Tesla ? Non, SpaceX. SpaceX, parce que on a encore un autre niveau, je crois. Parce que, c'est aussi un écosystème, hein, tout est lié. Mais c'est vraiment pour parler d'un contemporain. Par contre... chez Apple, alors Steve Jobs n'est plus là, Tim Cook, je ne sais pas trop ce qu'il fait, c'est pas le même genre de personnage, mais je trouve que chez Apple, ils ont quand même des choses qui sont dingues. Allez, c'est des idées, c'est quand même eux qui révolutionnent la téléphonie, alors ils sont très copiés. Aujourd'hui, quand tu vois que les AirPods vont pouvoir communiquer en direct, il n'y aura plus de problème de langue. Enfin, c'est quand même... Steve Jobs était très dur. Hein. On m'a raconté une anecdote, quelqu'un qui était au conseil d'administration, il se pointe dans l'ascenseur, il y a plusieurs étages, il s'arrête dans un étage et il arrive, il va voir un des employés et il lui dit, il lui demande c'est quoi ton job ? Donc explique-moi ce que tu fais. La personne qui était en face n'a pas su lui expliquer à quoi il servait. Il l'a viré. Ouais. C'était Après, c'est peut-être une légende ou quoi, mais c'était quelqu'un qui était un peu, il paraît, comme ça. Donc d'ailleurs, cette personne-là, je l'inviterai bientôt, qui m'a raconté ça, pas qu'il s'est fait virer, hein, qui m'a raconté cette anecdote.
je l'inviterai dans ce podcast, mais... Moi, ça m'étonne pas, parce que si tu as quelqu'un qui est pas capable de parler de son job avec passion, c'est qu'il est juste là pour avoir un travail, tu vois. Alors, on a évidemment des familles qui doivent se nourrir, ça dépend des métiers, mais si tu es dans un métier d'innovation et que tu n'es pas capable de parler de ton boulot, je peux le comprendre. Après, la manière, ça c'est son style ça, légendaire. Est-ce que tu as déjà travaillé avec quelqu'un que tu ne supportais pas, mais tu étais obligé? Ouais. Qui? Un collaborateur. Je peux pas dire son nom. C'était un gars qui l'histoire s'est très très mal terminée, surtout pour lui. Il y a eu la prescription maintenant. Il y a eu du tribunal, etc. Donc, okay. mais même lui a eu des soucis. Mais c'est quelqu'un qui m'a dit un jour, je chie sur les tablettes et les smartphones quand c'est sorti. Et je me suis entêté à pas, enfin je l'ai pas viré, j'aurais dû. Vraiment. Pourquoi il dit ça? Ça veut dire que je veux pas faire du mobile. Alors je crois que c'est un website mobile. Hein, je suppose, c'est ça. Si à l'époque. Mais ça fait longtemps. Hein. Et lui, il m'a freiné. Il m'a vraiment freiné. Et à un moment donné, ça devenait vraiment plus possible de le voir, quoi. Mais c'est le plus mauvais souvenir. Après, j'ai des clients. Tous les clients qui te manquent de respect, les clients qui n'ont pas de considération pour ce que tu fais ou pas de considération pour tes collaborateurs. Moi, tous ces gens-là, tu peux peser des millions, je m'en fous. Ouais, justement. Est-ce que tu penses que l'adage le client est roi, est-ce que tu penses que c'est... Alors, le bon client est roi, mais j'ai plus envie de dire un prince, tu vois. C'est quelqu'un... le bon client, déjà, qui se prend pour le roi, c'est pas le bon client. Souvent, les bons clients sont des gens qui te considèrent, qui échangent avec toi, et souvent, c'est un partenariat. Et quand on a ce partenariat, on a du résultat la plupart du temps. Donc moi, on n'est pas non plus dans un métier de restauration ou quoi que ce soit. Où là, tu as tout le public B2C qui est... ça, c'est encore très différent. Nous, on reste pour l'instant dans le B2B. Donc, le client B2B, il est la plupart du temps respectueux. Donc, y a-t-il un partenaire fournisseur que tu as juré de ne plus jamais collaborer? Un fournisseur avec qui, ou même un client avec qui tu t'es dit plus jamais je travaillerai avec? Oui, et il a motivé la création d'une des entreprises. Laquelle? Hello Déco. Ok, donc si j'ai réfléchi, il doit y avoir une boîte qui fait de l'atelier avec qui tu n'as plus envie de bosser. Alors je réfléchis. Pas besoin de nom, mais qui m'a... Okay. Il nous a entubés. Ok. En fait, tu prends quelques marges dans la revente de ses services et tu as un client mécontent et il n'y a plus personne. Un client mécontent justifié. Et toi, tu prends toute la mauvaise réputation, tu prends tout le truc et répare pas derrière. Et tu te dis, ok, tu dis, ah ouais, c'est comme ça, je vais faire ma boîte. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Donc, même fiduciaire, on a eu la même chose. Donc, ouais, au final, j'en ai quand même rencontré quelques-uns. Mais la plupart du temps, moi, je suis fidèle en affaires et j'aime les gens. Et tu vois, la plupart du temps, on a beaucoup de fidélité. On a des clients qui sont avec nous depuis plus de 15 ans, tu vois. Et des fournisseurs aussi. En fait, j'aime bien dire qu'on n'a pas de fournisseurs, on a des partenaires. C'est plus... Est-ce qu'il y a une chose qu'est-ce que tu apprécies dans la communauté business en général ici au Luxembourg? Qu'est-ce que tu apprécies Il y a plusieurs communautés, je dirais. Voilà, la communauté tech, tu la connais pas parce que, est-ce que tu la connais déjà? Je connais en Comment partie, tu la vois d'ailleurs? De plus en plus réveillée. Et ton projet Nexus avec Mike réveille bien le truc. Moi, je trouve ça génial, ce projet. Je suis jaloux. Je disais tout à l'heure que je suis pas envieux, je suis pas jaloux. Mais quand le projet ICT est tombé à l'eau, je regrette de ne pas t'avoir contacté à ce moment-là. Vraiment, parce que je pense qu'on aurait pu faire des choses ensemble. Mais je vous félicite parce que l'initiative, elle est top. Et vous réveillez bien et vous êtes en train de donner une aura internationale au Luxembourg avec la technologie, autour de la tech. Moi, je trouve ça formidable. Donc, le milieu de la tech se réveille plutôt bien. Et ce qui est bien, c'est qu'avant, il était enfermé sur lui-même. Aujourd'hui, il s'ouvre au monde.
en perception, je parle, hein, je ne Oui. dis pas dans la réalité, mais en perception. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression que ça s'ouvre vraiment bien. Il y a quand même une volonté du Luxembourg de s'exporter dans la technologie. C'était déjà le cas avant. Oui, mais Je te dis, c'est juste que mais tu avant, le vois c'était plus. oui. Refermé sur soi-même, donc on ne le voyait pas, il n'y a pas de communication autour de ça, ou peu de communication. Enfin, c'était un petit magazine ou l'autre qui communiquait un peu là-dessus. Mais là, ici, il y a... Bon, il faut dire que les moyens de communication ont beaucoup évolué, mais on sent une envie de représenter le Luxembourg dans le monde de la tech. Est-ce que c'est pas parce que la tech est maintenant inhérente à toute fonction? Je sais pas. Je crois que les mentalités ont évolué, que des acteurs comme toi ont contribué à faire évoluer les choses. Le monde de la tech en général a tellement évolué beaucoup que ça va tellement vite. Aujourd'hui, si tu dis pas, nous on en est aussi, t'es à la ramasse. Donc je pense que le Luxembourg a une vraie volonté d'être présent. Maintenant, plutôt ce qui te concerne, les agences marketing, ton cœur de métier, est-ce qu'il y a une chose que tu n'aimes pas dans cette communauté, ou une chose que tu aurais aimé changer? Moi, je fais pas partie de la communauté du marketing luxembourgeoise. C'est un choix. J'ai jamais voulu. Okay. J'aime pas la politique. Okay. J'aime pas qu'on appelle 5 agences ou 10 agences pour faire un pitch gratuit alors qu'on a des gens qui bossent et qu'on doit payer. J'aime pas ce manque de respect par rapport à des annonceurs qui peuvent se dire « Ouais, mais je vous appelle, mais vous êtes 5 en compétition. Mais de où, quoi? Enfin, tu vois, il n'y a pas de respect. Tu vois ce que je fais, tu vois ce que je suis capable de faire. Tu me mets un peu en compétition pour challenger les prix, challenger un peu les idées, ok. Mais il n'y a pas assez de respect. Moi, je ne veux pas jouer là-dedans. Je ne vais pas dans ce monde-là. Donc tu vas pas oser. Il y a quelques événements qui sont en marketing. Tu bouges un petit peu ou... J'allais dans le passé. Okay. Je perdais mon temps. Tu as déjà gagné des prix, je pense, à l'époque, non? Marketeur avec moi. Et bah, tu vois, ça, c'est une belle anecdote. Ouais. Je crois qu'il n'y a jamais... Moi, je rêve d'un lion à Cannes. J'ai toujours rêvé de ça. Donc, à l'époque, on avait une équipe, on a gagné un prix, et les gens se sont reposés sur ce prix comme s'ils avaient gagné... Quel prix Marketers. Marketers, oui, tout à fait. Ouais. Et après, les gens se pavanaient chez nous. Et en fait, c'est un peu... Moi, je suis un sportif à la base, et si tu gagnes une année le championnat, l'année après, tu recommences. Tout à fait. Tu vois, il n'y a rien de gagné. Donc du coup, c'est pas parce que tu as gagné un prix que tu es le meilleur, quoi. Et justement, ce côté challenger, tout le temps compétiteur et tout, moi, je le garde. Je fais ce que j'ai à faire, je m'occupe de mes affaires. Et j'essaie de faire en sorte que ce qu'on fait, on le fasse bien. On le fasse à fond. C'est pas toujours rentable, mais c'est toujours avec le cœur. Et ces communautés-là, en fait, j'essaie de ne pas regarder ce qu'il y a autour. J'essaie de rester bien focus dans nos business. C'est important. Si tu devais te décrire en 3 mots, ce serait quoi? Moi Polarisant, apparemment, de ce qu'on dit de moi. T'as entendu ça où? Ouais. En tout cas, moi, c'est pas ce que j'entends. Ouais, si, apparemment. En fait, je suis... c'est noir ou blanc, quoi. Enfin, moi, je suis pas un politicien. Si je te dis les choses telles que je les pense, et je me les forme avec du respect, mais je vais pas... Si j'ai un client, par exemple, ou un collaborateur, ou un confrère qui dit une chose et que je suis pas d'accord, je vais pas aller dans le sens, tu vois. Donc j'ai un avis bien tranché, voilà, je le défends, donc je pense que c'est ça. Je suis exigeant, apparemment, ça revient systématiquement chez tout le monde, même mes amis, ma famille, collaborateurs, clients, fournisseurs, donc je suis exigeant. Moi, j'aime pas le c'est déjà bon, ça me rend allergique, tu vois. Quand j'entends ça, ou quand j'entends on a toujours fait comme ça, moi, ça me rend allergique, donc j'ai besoin de challenge. Donc ça, et je crois que je suis gentil. Je suis profondément quelqu'un de gentil, dans le bon sens du terme, hein, pas le sens béné. Malgré les haters que tu peux avoir sur Facebook et qui t'écrivent Bezos 2.0. Ouais, enfin ça c'est pas très relevant, tu vois. Si ça les amuse, tant mieux. Moi je fais ce que j'ai à faire. Et c'est Roman Fressinet, un humoriste français que j'adore, qui va passer à Philharmonie dans pas longtemps. Lui, il est juste extraordinaire. Et il dit, pour revenir sur le foot, il dit, quand tu penses qu'il y a des gens qui disent que dans le foot, Zidane, c'est pas une dinguerie, tu peux pas plaire à tout le monde, quoi. C'est ça. Et donc, du coup, moi, je plais pas à tout le monde et c'est pas grave.
Ça, c'est pas... Moi, ce qui est important, c'est que je plaise aux gens qui comptent pour moi. Et mes collaborateurs comptent beaucoup pour moi. Ma famille compte beaucoup pour moi, tu vois. Donc, le reste, le public, je m'en fous, quoi. Ça passe au-dessus. Moi, j'ai un objectif, je te l'ai dit tout à l'heure. Oui, 100 millions. Ouais. Et je vais dans l'objectif, et si ça plaît pas, ça plaît pas, quoi. On va finir avec cette question. Après, il y en a tellement, on pourrait parler des heures. C'est marrant parce que... Je n'ai pas utilisé carte joker. Il faut que j'en trouve une. Alors, il faut que j'en trouve une. Ouais, c'est compliqué. T'es trop gentil. Non, je sais pas si il faut que je trouve une question qui va te piéger. Bonne question. Ah, si. Quel est ton salaire ? Quand tu reçois ton salaire, bah, tu dois payer, je sais pas, 2500 de cotisations patronales, bah, tu as ton salaire net et c'est pas ce que tu gagnes dans ta poche, quoi. Ma voiture payée par l'entreprise, tu vois, c'est des choses, des avantages que j'ai aussi. Mais je peux dire une chose, c'est que devine combien j'ai pris de dividendes depuis 2008. Donc la somme totale de tous les dividendes que j'ai pris, parce que c'est de ça dont on parle. Ouais, 17 ans, 2008, de dividendes. Ouais. Vu qu'il y a eu des hauts et des bas, et donc tu as eu sûrement on va dire 200. Et je suis très bas. Je me dis peut-être 10K par an de dividendes sur le terre. Ouais, on va dire si en moyenne, si tu as fait 15K sur 17, ça fait donc 250. 250 000 depuis le début en dividendes. Parce que tu m'as dit ça. T'es très loin du compte. Je pense que c'est très loin du compte. Plus ou moins? T'es très loin du compte. Ouais, donc c'est forcément moins. T'as pris zéro. Zéro. Oui. Pas un balle. Parce que tu as tout réinvesti. Toujours. Donc en fait, je suis pas riche parce que j'ai toujours tout réinvesti. Et par exemple, dans la partie salaire, j'ai 2 millions de dettes bancaires, tu vois, dans les rachats de sociétés, etc. Parce que je suis seul actionnaire, donc forcément j'ai un partenaire bancaire. Donc il y a plus ou moins ça. Et il faut que je rembourse. Donc mon salaire, il rembourse aussi ces prêts-là, tu vois. Donc un salaire à mon niveau, c'est pas un salaire au niveau d'un employé, tu vois. Et beaucoup de cautions solidaires. Donc si ça se pète la gueule, ça va faire mal, tu vois. Ben justement, si tu ne vais plus faire ce que tu fais maintenant, c'est compliqué parce que tu peux pas dire je vais faire maçon comme j'ai 14 ans parce que tu as déjà une boîte de maçonnerie. Mais qu'est-ce que tu ferais si tout se crachait autour de toi, ton empire et ton empire, tout ton écosystème et toutes tes sociétés, qu'est-ce que tu ferais comme job? Je crois que je reviens vraiment à 100% dans la créativité. Donc je pense que c'est l'essence même de ce que je fais, la créa. Beaucoup de créa dans l'IA, et d'ailleurs on va dans ce sens-là. Donc il y a d'autres projets, donc l'idée c'est de développer des choses autour de l'IA, parce que ça me passionne. En tout cas, je ferai un truc qui, quand je me lève le matin, me donne vraiment, vraiment envie de faire ce que je veux faire. Tu t'arrêtes jamais? Non. Et pourquoi? Je me suis jamais posé la question. J'ai le même problème, je pense. Ouais. Donc, je me suis jamais posé la question. En fait, je suis passionné, tu vois. Et s'il y a l'acquisition d'autres structures qu'on peut faire par la suite pour faire évoluer le groupe avec la croissance externe ou quoi que ce soit, j'étudierai le projet, tu vois. Je m'arrêterai quand je serai mort, en fait. Moi, quand on parle de retraite, ça me parle pas. Et tu fais tout ça pour tes enfants, pour emmagasiner des choses pour tes enfants ou Alors, j'ai beaucoup travaillé pour mes enfants. Ça a été compliqué. J'ai fait une psychothérapie qui m'a vachement aidé à me recentrer sur moi. Parce que tout ce que je faisais, c'était pour leur laisser quelque chose le jour où j'allais partir. Et à un moment donné, je me rendais même plus compte que elles ont déjà largement de quoi. Parce que autant je prends pas vraiment d'argent dans les sociétés, et donc j'ai une bonne vie. Hein, je suis pas malheureux, mais jusqu'ici j'ai tout capitalisé. Mais si je meurs demain, elles vont bien, quoi. Tu vois, elles vont s'en sortir. Et donc maintenant, aujourd'hui, il y a un truc qui me motive pas, c'est l'argent. Quand je fixe 100 millions, c'est pour me fixer un objectif. Oui, c'est un jeu. C'est pas l'argent, c'est juste le jeu, quoi. Par contre, le projet, ça me motive. Et les gens avec qui je bosse, ça me motive. Et quand je vois des gens évoluer chez nous, être super fiers de ce qu'ils font, ça me motive. Parfait. Pour finir, qu'est-ce que tu aimerais que les gens disent de toi si tu n'étais pas dans cette pièce?
si je n'étais pas dans cette pièce. C'est un fou. T'aimerais que les gens disent ça? Ouais. Je te rassure, je pense qu'ils le disent déjà. Ouais, en fait, parce que dans la folie, il y a quelque chose qui m'amuse, tu vois, c'est quelque chose, rien n'est impossible. C'est une phrase je me dis, on va quand même essayer. Alors des fois, c'est vraiment pas possible, mais t'essayes et tu te rends compte que c'est pas possible. Mais la plupart du temps, tu fais des choses que tu n'imaginais pas pouvoir faire, quoi. Et donc ce côté, on y va. Bon, après, quand je crée 2 sociétés en 2021, je rachète Komodo, tu as la crise de la construction, tu as tout le truc qui vient, tu te prends beaucoup de contre-coups. Tu te dis à un moment donné, c'était peut-être pas très intelligent de faire tout en même temps. Maintenant, bon, l'orage est passé, donc on est en train de bien reconstruire et bien recréer du cash flow, donc ça c'est bien, mais ça a été chaud, quoi. Et là, tu te dis, c'était peut-être cher payé pour... On en reparlera dans quelques années. Ouais, on verra. Mais aujourd'hui, tu sais, justement, ces haters m'ont beaucoup aidé à réfléchir sur le sujet. Si ça se plante, la différence entre ceux qui me critiquent et moi, c'est que moi, je l'ai fait. Et tu pourras me critiquer si je me plante. Tu pourras dire, ouais, t'as vu, il s'est planté. Bah oui. Mais en attendant, je le fais. Je génère de l'emploi. Je rends des clients contents, je rends des collaborateurs contents, je suis fier de ce que je fais, et ça c'est important, j'ai eu du mal aussi à être fier. Donc voilà. Parfait. Ben écoute, merci beaucoup, ce fut un plaisir. Et non, tu ne l'as pas utilisé. Ça sera pour une prochaine fois. Camel avec filtre. Merci. À plus. Merci beaucoup. Ciao. Salut, ciao. C'est très intéressant. Ça va? Ça t'a plu? Ouais, c'est bon. J'ai dit vraiment intéressant. Ouais, c'est vrai? T'as pas demandé qui c'est que tu aimerais inviter? Ah, on va refaire. Là, je vais lui dire, ouais. En fait, je vais te poser une question. Je vais dire, est-ce qu'il y a une personne que qui t'aimerait qu'il soit à ta place? Tu reprends le truc là, cache-le vers là. Et tu l'intégreras. Ouais. C'est bon? J'essaie de reprendre une position que j'avais comme ça. Ouais, c'est bon. J'ai encore une question. Donc, on va bientôt finir. Mais s'il y a une personne que t'aimerais, est-ce qu'il y a une personne que t'aimerais que j'invite à ta place dans ce fauteuil, ce serait qui? J'ai pas de nom comme ça qui me viennent parce que la question c'est marché luxembourgeois à l'extérieur. Quelque chose de possible. Ouais. Un international de football français. Non, je trouve que si c'est lié à l'entrepreneuriat, Didier Deschamps, qui puisse expliquer ce que c'est qu'une vraie stratégie d'équipe. Parce que je pense qu'il n'y a pas mieux que lui pour le dire, puisqu'il a été champion du monde. Donc, je pense que ça, c'est un beau challenge. Peut-être Zidane, c'est un peu mieux vu que ce que tu disais sur Romain Frécinet. Mais... Ouais, alors, en fait, c'est parce que je pense à la stratégie, mais Zidane, c'est... Écoute, je te souhaite de l'avoir. Je te souhaite de l'avoir. Tu as peut-être des contacts dans le milieu du foot, donc... Je sais pas, à voir. Donc, mon invité, c'est Zidane, alors. Ok, on verra bien. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup. Salut.